Crise économique annoncée, course à l'armement et équilibre géopolitique bouleversé. Le monde bascule dans une nouvelle ère imprévisible et explosive. Mais si je vous disais que derrière ce chaos apparent, une seule ressource dicte les guerres, forge les empires et façonne notre avenir. Sans elle, notre civilisation s'effondrerait. Le pétrole. Des habits que vous portez, à la nourriture que vous mangez, jusqu'au transport que vous prenez, le pétrole est indispensable. Mais depuis quelques années, une alerte se fait entendre. Et si cette menace est réelle, elle va réécrire les règles du jeu et bouleverser notre civilisation. Le problème, nous ne sommes absolument pas prêts. Comprendre la place du pétrole dans notre société, c'est comprendre notre passé, notre présent et surtout anticiper notre futur. Alors si vous voulez décrypter le changement civilisationnel qui s'annonce, comprendre à quel point le pétrole est central dans notre histoire et est-ce qu'on va en manquer, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Limite. Juste avant que la vidéo commence, un énorme merci à Grégoire Poissonnier, chercheur socio-écologique depuis 6 ans. C'est grâce à lui que nous avons écrit cette vidéo et tous les liens sont dans la description pour le soutenir et aussi pour vérifier notre script et toutes nos sources pour que vous puissiez voir de vos propres yeux si vous trouvez que ce que l'on va dire c'est crédible. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le point commun entre Astérix et notre civilisation? Les deux ont une source d'énergie surpuissante. Astérix a sa potion, nous, on a le pétrole. Mais avant de vous expliquer comment et à quel point le pétrole nous a rendus surpuissants, il faut comprendre une chose fondamentale. Pour ça, je vous amène dans un jeu. Bienvenue dans le jeu de la vie. Dans ce jeu, la ressource la plus importante, c'est pas l'argent, c'est l'énergie. Tout organisme vivant a besoin d'énergie pour survivre, croître et se reproduire. Les plantes captent l'énergie solaire, les animaux consomment de la nourriture et les hommes aussi. Sauf que l'homme, dans le jeu vidéo, a un peu triché. Il a trouvé des sources d'énergie externes qu'il a exploitées pour être plus fort. D'abord, il a brûlé du bois pour se réchauffer. Ensuite, il a utilisé l'énergie des autres animaux. Il a exploité les bœufs, les chevaux, les ânes, les chameaux, etc. pour faire des travaux à sa place. Et vu qu'il a réussi à se débarrasser de certaines tâches manuelles, grâce à ce surplus d'énergie, il a pu profiter de ce temps gagné pour se développer autrement. Certains ont pu devenir forgerons, bâtisseurs, philosophes, et hop, la civilisation était née. Mais il ne s'est pas arrêté là. La découverte d'une denrée a tout changé, le pétrole. Mais pour comprendre à quel point c'est surpuissant, il faut regarder sa composition. Et ça tombe bien, au contraire de la recette de la potion magique d'Astérix, qui est secrète, on connaît celle des énergies fossiles. Voyez ça comme un gros cocktail. Vous prenez des plantes ou des êtres vivants sur Terre ou dans l'eau, vous les faites accumuler dans leur vie plein d'énergie, paf, elles meurent. Ça devient de la matière organique bloquée dans le fond des mers et quand on attend des dizaines et des centaines de millions d'années et que la matière organique s'accumule et avec quelques changements géologiques, paf, on a un cocktail concentré d'énergie incroyable, les énergies fossiles et le pétrole. Voilà pourquoi c'est aussi puissant. C'est un concentré d'énergie mariné pendant des centaines de millions d'années. Par exemple, dans un plein d'essence, donc à peu près 50 litres, on a l'équivalent de 4 années de travail d'un homme. Et on consomme 100 millions de barils par jour. Actuellement en France, chaque personne a en moyenne l'équivalent de 600 esclaves énergétiques. Et pour nous, ça paraît normal. On se rend même plus compte, mais c'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité d'avoir autant d'énergie pour chaque humain. Là où un paysan du Moyen-Âge devait bosser dur pour nourrir sa famille, aujourd'hui, grâce aux machines agricoles et les engrais issus des énergies fossiles, une poignée d'agriculteurs peut nourrir des millions de gens. Résultat, tout le monde ne doit pas forcément être fermier et on peut avoir des ingénieurs, des médecins, des artistes et même des youtubeurs pour vous expliquer tout ça. Si on était un personnage, notre civilisation serait Obélix, une anomalie surpuissante. Et lorsqu'on a découvert ce cocktail d'énergie, on a tout explosé. Il me semble bien que le gros lard il fait moins son malin depuis quelque temps. Peu à peu, notre civilisation s'est bâtie sur les énergies fossiles et surtout grâce au pétrole qui est le plus facile à transporter car liquide et a une densité énergétique monstrueuse. Les 4 piliers de la civilisation, le plastique, les engrais, l'acier et le ciment, sont tous dépendants des énergies fossiles. Le pétrole est absolument partout. Et notre civilisation et notre économie en est complètement accro, littéralement. Le PIB, c'est les échanges. Les échanges, c'est les transports. Et les transports, c'est le pétrole. 98% des moyens de transport sur Terre utilisent du pétrole. Donc, sans pétrole, pas de transport, pas d'échange, donc pas de PIB. Et c'est pour ça que quand on regarde, il y a une corrélation presque parfaite entre énergie et PIB. C'est simple, sans le pétrole, notre civilisation telle qu'on la connaît n'existerait pas. C'est la ressource à maîtriser. Et forcément, qui dit une ressource critique à contrôler, dit compétition et dit conflit. Vous allez voir que le pétrole est à chaque fois l'un des acteurs principaux de ces théâtres de guerre et de géopolitique. Même si bien sûr ce n'est pas la seule cause de ces événements,
À chaque fois, il est décisif. Deuxième guerre mondiale, 1939-1945. On peut expliquer en grande partie la trajectoire suivie par l'armée allemande et le pacte germano-soviétique par le pétrole. Hitler déclara notamment « De l'approvisionnement en or noir dépendra la future conduite de la guerre. Si nous n'avons pas le pétrole de Bakou, la guerre est perdue. » Albert Speer, ministre de l'armement du Troisième Reich, déclara « Nous avons envahi la Russie pour mettre la main sur les approvisionnements en pétrole contrôlés par Moscou dans le Caucase. » Il s'agissait pour Hitler de la première priorité, nous fournir en carburant et interdire aux unités russes d'en faire autant. Rommel, à son tour, préviendra le 27 août 1942 que l'issue de la bataille va dépendre de la livraison du carburant en temps voulu. Puis le 5 septembre, il expliquera sa défaite. Nous étions constamment à court de carburant. En 1991, le pétrole joue aussi un rôle clé dans l'effondrement de l'URSS. Mikhail Gorbatchev raconte: Reagan a convaincu le roi d'Arabie Saoudite de mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix. Et notre principale source de devises a ainsi chuté des 2/3. La situation est devenue extrême lorsque notre monnaie a été dévaluée à cause de la chute des cours du pétrole. Nous avons dû puiser dans nos réserves d'or et de devises un montant si élevé qu'à la fin, nous avons absolument tout dépensé. En 2008, la crise des subprimes. La majorité pense que c'est une crise financière due à une bulle immobilière. Mais pratiquement personne dans les médias n'a fait le lien avec les niveaux jamais atteints auparavant des prix du baril de pétrole. Et plus largement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, sur 11 phases de récession économique aux États-Unis, 10 ont été précédées de chocs pétroliers. Alors que jusqu'à 2008, on était dans un monde en abondance de pétrole, les États-Unis et l'URSS faisaient la guerre et ne voulaient pas que d'autres pays exploitent et vendent leur pétrole parce que ça aurait fait baisser les prix à l'échelle mondiale. Mais maintenant qu'il se fait rare, on se fait la guerre pour maintenir son accès à cette ressource. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe avec les menaces proférées par Donald Trump à l'encontre du Canada et du Groenland, qui ont en très grande partie pour but de s'approprier les ressources énergétiques de ces régions et bien sûr aussi d'obtenir un accès privilégié au pétrole de l'Arctique. L'attaque de l'Ukraine par Poutine a aussi très probablement un pan pétrolier, comme le montre par exemple la journaliste Célia Izohar ou bien d'autres. Trump avait déclaré le 23 février « Je veux les terres rares et le pétrole de l'Ukraine, en échange du processus de paix ». Bon, l'avantage avec lui, c'est que c'est clair. Vous l'aurez compris, le pétrole est partout. Mais si justement on arrivait au bout de ce monde, à force de consommer le cocktail sacré, ne va-t-on pas l'épuiser ? Pour n'importe quelle ressource finie qui a un stock limité, la courbe de production fait une cloche. Prenons un cerisier. Au début, on va prendre les cerises les plus basses dans l'arbre parce que c'est les plus accessibles. C'est facile, donc j'en chope plein d'un coup. Mais une fois que celles-là sont épuisées, elles repousseront pas avant l'année prochaine. Donc je dois chercher celles qui sont plus haut. Donc je dois prendre une échelle, donc ça demande plus d'investissement d'argent et de temps. Tout ça jusqu'à un moment où, inévitablement, il y aura de moins en moins de cerises et elles seront de plus en plus dures à aller chercher. À ce moment-là où la production va baisser durablement, j'aurai passé le pic de production de cerises. Bon, Dieu merci, les cerises poussent tous les ans, mais c'est pas le cas du pétrole. Rappelez-vous, en début de vidéo, on avait vu qu'il fallait des millions et des millions d'années pour que le pétrole se forme. Et nous, on le consomme comme s'il était illimité, comme s'il allait se reformer demain, alors qu'à notre échelle de vie humaine, on ne verra jamais de pétrole pousser du sol. Le pic de pétrole conventionnel a été franchi en 2006 selon certains ou en 2008 selon les autres. Sachant cela, les États-Unis avaient investi à fond dans l'extraction du non conventionnel, c'est-à-dire le pétrole de schiste. Problème, il est beaucoup plus compliqué à aller chercher. Alors on se retrouve à devoir dépenser beaucoup d'énergie pour en extraire et donc on perd en rentabilité énergétique. En 1900, quand on dépensait 1 baril pour faire fonctionner les pompes à pétrole, on récoltait 100 barils. En 1990, c'était 1 baril pour aller en chercher 35. Et en 2007, c'est 1 pour 12. Et à date, le pic mondial de tous les pétroles a eu lieu en 2018. Et on est tellement désespéré pour du pétrole qu'on va en chercher dans des endroits où les conditions sont atroces. À force d'épuiser le pétrole sur le continent, on va au Groenland, dans l'océan Arctique entre les glaciers et les morses pour en chercher. Mais les pétroliers galèrent, ils découvrent de moins en moins de pétrole exploitable. C'est pour ça qu'en 2022 et 2023 notamment, les compagnies pétrolières n'ont découvert que 5 milliards de barils, remplaçant à peine 1/6 de ce qui avait été consommé cette année-là. Et donc, d'ici 2050, les importations européennes seront divisées par n'importe quoi entre 2 et 50. Juste pour des raisons géologiques. 14 des 16 fournisseurs d'or noir de l'Europe ont déjà passé leur pic de production et les 16 pays en question vont globalement voir leur production divisée par 2 d'ici 2050. Or, quand un pays voit sa production passer son pic, il réduit très fortement ses exportations, voire les arrête dans les 15 années qui suivent. Pour ce qui est de la France, elle ne produit que 1% du pétrole qu'elle consomme. Pour les 99% restants, elle est à la merci des pays producteurs. Tant qu'ils vendent, on en a. S'ils n'en vendent plus, on n'en a plus. Mais si toute notre civilisation dépend du pétrole, et quand on n'en a plus, il se passe quoi? Et est-ce qu'il y a un espoir de remplacer le pétrole par une autre énergie?
Regardez ça. Ici, on voit bien qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique. Les différentes énergies se sont juste empilées les unes sur les autres. Jean-Baptiste Fresso, qu'on a reçu sur la chaîne, l'explique très bien. L'histoire de l'humanité, que ce soit pour l'énergie ou pour toutes les matières, c'est une histoire d'accumulation. On consomme de plus en plus de toutes les matières et on a un éventail de matières plus important. Avant l'ère industrielle, le bois était la principale source d'énergie pour se chauffer, cuisiner et construire. Puis on a découvert le charbon, qui était bien plus efficace pour produire de l'énergie, notamment pour les machines à vapeur. Mais est-ce que le charbon a remplacé le bois? Non. Les mines de charbon avaient besoin de bois pour justement construire des galeries souterraines. Le transport du charbon se faisait souvent avec des wagons en bois, sur des rails en bois, avant justement l'essor des rails en acier. Cette symbiose entre bois et charbon, ça vaut aussi pour les autres sources d'énergie comme le pétrole et le charbon. Pour avoir des voitures qui fonctionnent avec du pétrole, vous avez besoin d'acier qui est fait avec du charbon. Donc non seulement les énergies s'empilent et ne se substituent pas, mais en plus elles se renforcent les unes les autres. Mais c'est encore pire, même avec l'innovation technologique qui rend les machines de plus en plus efficaces et qui peuvent rendre les mêmes services en consommant moins, on est rattrapé par l'effet rebond. L'effet rebond, c'est un peu comme acheter une voiture qui consomme moins d'essence. Comme chaque kilomètre te coûte moins cher, tu n'as plus cette barrière mentale du prix qui peut te dissuader de partir loin au week-end avec ta voiture, alors tu pars plus souvent au week-end qu'avec ton ancienne voiture qui te coûtait un bras en essence. Résultat, au lieu de faire des économies de carburant, tu finis par en consommer autant, voire plus qu'avant, simplement parce que c'est devenu plus économique et plus confortable. Et cette logique, elle s'applique pour quasiment tous les domaines, le numérique, l'aviation, etc. Finalement, l'innovation ne résout pas notre problème de pénurie en énergie fossile, voire parfois l'accélère. Mais on pourrait me dire que c'est pas le cas pour la fusion nucléaire, une énergie qui n'est pas fossile, donc quasiment infinie, et qui pourrait peut-être remplacer le pétrole en théorie. Alors je dis bien en théorie et vous allez comprendre pourquoi ça coince. Je suis gentil avec vous et je prends les scénarios les plus favorables au déploiement du nucléaire. C'est-à-dire sans problème d'approvisionnement en uranium alors que c'est déjà compliqué et avec une nouvelle technologie du fission ou de fusion nucléaire qui permettrait de produire en cycle fermé ou continu. Mais même avec ça, il reste deux gros problèmes. De 1, le nucléaire produit de l'électricité qui nécessite une énorme infrastructure pour la transformer, la distribuer et la stocker notamment dans des batteries qui nécessitent de métaux critiques dont on va manquer dans le futur. Par exemple le cuivre, le cobalt ou le nickel. De 2, si on substitue le pétrole pour de l'électricité avec le nucléaire, il va falloir électrifier tous nos usages massivement. Si on se concentre sur le transport, où 98% des déplacements se font avec du pétrole, vous pouvez demander à n'importe quel ingénieur d'essayer d'électrifier à l'échelle le transport maritime, l'aviation ou les camions ou les machines agricoles, il va vous prendre pour un fou. À la base, si on utilise du pétrole, c'est parce que c'est facile à transporter, à stocker et à utiliser. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, substituer l'énergie du pétrole par l'électricité nucléaire, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, moi je mets pas de pièce dessus. Et malheureusement pour nous, le pétrole, ce n'est pas que de l'énergie, mais c'est aussi l'ingrédient de base de quasiment tout ce qui nous entoure. Il est utilisé pour les plastiques, engrais, produits chimiques. Et ça, impossible de le faire avec de l'électricité. Le monde, comme on le connaît, va inévitablement devoir évoluer. Mais la question, c'est comment? Après l'effondrement de l'URSS en 1911, Cuba perd un tiers de son approvisionnement en pétrole. Résultat, les Cubains ont perdu 10 kg par personne en moyenne à cause de l'impact du manque de pétrole sur leur alimentation. Ils ont végétalisé au maximum pour produire de la nourriture, transformé des camions en bus et rendu le fait de prendre une personne en stop obligatoire. En fait, les Cubains se sont réorganisés en communautés avec énormément d'entraide. Et je pense qu'un futur sans pétrole à l'échelle locale ressemblera à cela. Un retour à un réseau local, à un ancrage dans le territoire beaucoup plus fort. Et tout ça, c'est juste avec une perte d'un tiers de leur pétrole. Imaginez ce que ça aurait été sans pétrole tout court. Jusqu'ici, le monde a été capable d'accélérer sur tous les indicateurs de population, de richesse, de confort grâce à l'abondance des énergies fossiles et du pétrole en particulier. Toute l'abondance dont nous avons bénéficié jusqu'à présent était le résultat d'énergie qui a pris des centaines de millions d'années pour se former. Le pétrole était et est toujours la base de notre économie. Il actionne toutes les machines responsables de l'extraction, du transport et de la récolte des ressources. Mais la fête touche à sa fin et nous n'aurons bientôt plus assez d'énergie pour continuer à exploiter les richesses de la Terre comme nous l'avons fait jusqu'à présent. La fin de l'ère du pétrole sera un changement radical et brutal. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. La fin de l'économie mondiale globalisée qui deviendra un ensemble d'économies locales faiblement connectées, produisant beaucoup moins de choses pour leur population, beaucoup plus petite. Et plus l'on arrivera à sortir de cette dépendance mortifère tôt, plus facilement on arrivera à encaisser le choc qui s'annonce. En réalité, nous devrions nous rendre compte que nous vivons dans une bulle, une anomalie qui doit prendre fin pour notre sécurité. Le plus intelligent aurait été de baisser l'empreinte écologique de tous les terriens de façon équitable pour consommer moins d'énergie fossile, ce qu'on appelle la décroissance. Mais on n'a pas pris ce chemin depuis
depuis 50 ans. Et avec tous les verrous du système, politique, financier et j'en passe, il semble très improbable qu'on décide de le faire à l'avenir. Donc j'anticipe plutôt une poursuite effrénée de l'extraction d'or noir jusqu'à la dernière goutte. Ça c'est ma prédiction. Alors en sachant tous ces éléments, le mieux pour nous individuellement, c'est de réapprendre à vivre sans pétrole. Se reconnecter avec la nature, le cycle du vivant, et faire en sorte qu'en cas de pénurie, on puisse s'organiser en communauté pour subvenir à nos besoins primaires. Et par ailleurs, il existe énormément de lieux expérimentaux, de villes en transition dont le but est de vivre indépendamment du pétrole. On a aussi des éco-villages ou écolieux comme celui d'Eticamondo dans les Cévennes qui essaient de s'inscrire dans leur territoire et de vivre en symbiose avec leurs ressources et leur nature et de proposer un mode de vie réellement durable, en tout cas dans les limites du possible. Donc, s'il y a des lieux inspirants stylés sans pétrole, la réponse est oui. Mais je prends mes précautions. Parce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, on a bien vu que quand les ressources deviennent rares, on se tape sur la gueule pour les avoir. Alors, je crains aussi fortement que cela puisse arriver à l'échelle individuelle. Et vous, qu'est-ce que vous anticipez pour le futur? Est-ce que vous pensez que je loupe totalement le coche et qu'on va réussir par je ne sais quel moyen à préserver une croissance économique, le tout en préservant la nature? Ou alors, vous pensez que notre civilisation et son mode opératoire actuel est condamné? La réalité, c'est que personne n'a de réponse en absolu. On va faire face à un monde plus fluctuant et imprévisible, mais je suis très curieux d'avoir votre sentiment sur notre avenir et comment vous vous ressentez face à cela. En attendant, ce qui est sûr, c'est que sur Limite, on va continuer à documenter et éclairer les enjeux énergétiques et environnementaux. Donc likez, abonnez, commentez. Même un don sur Tipeee, ça peut vraiment nous soutenir en tant que média indépendant. C'était Noé pour Limite. On se retrouve bientôt, toujours en zen. Quelle est ta définition du réel?